médecins. C'est le bruit de fond parfois que j'entends. Est-ce que, puisque vous n'avez pas beaucoup réfléchi au débouché politique de votre constat, ce qui est normal, effectivement, c'est pas forcément... C'est pas mon sujet. Non, mais moi, en fait, je pense qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas, et donc, je pense que votre livre est un peu, finalement, contient une sorte de fatalisme. Ce qui m'évoque un peu Zemmour, qui dit souvent, finalement, c'est foutu. Plus maintenant. Et c'est pour ça qu'il a appelé un de ses livres Mélancolie française, parce que fondamentalement, Zemmour... Je pense qu'il y a toujours un peu ça dans, je dirais, la constellation intellectuelle de droite, d'extrême droite, un peu tout ça. Il y a toujours eu, finalement, un grand désespoir. Il n'y a pas beaucoup, comment dire, de possibilités politiques qui débouchent de tout ça, et je pense que le fait de constater le racisme anti-blanc, pour moi, procède juste d'un soulagement expressif. C'est-à-dire que ça fait du bien d'en parler, ça fait du bien de le dire, mais qui n'appelle aucune mesure. Parce qu'en fait, même l'immigration, à l'arrière, on pourrait dire, du coup, il faudrait peut-être un peu bloquer l'immigration, ce qui n'est pas une mesure extrêmement intempestive. Je veux dire, tout le monde en parle, tous les partis politiques en parlent. Mais en fait, c'est pas vrai, parce que votre problème, c'est pas tant l'immigration, parce que c'est foutu, parce qu'il y a déjà eu trop de gens qui sont rentrés, il y a déjà trop de racailles, il y a des gens qui sont français depuis 3 générations, de papier, diriez-vous. Donc en fait, c'est plus des immigrés. Donc si on bloquait l'immigration demain, il resterait toujours quand même les racailles, il resterait toujours ces quartiers ghettoisés, et en fait ça produirait à peu près toujours les mêmes effets. Donc je pense qu'il y a... Alors moi je vais vous en proposer 2 ou 3. Je vais vous proposer 2 ou 3 débouchés politiques pour éradiquer le racisme anti-blanc. Premièrement, suppression des écoles privées. Suppression de l'enseignement privé. Interdiction totale de l'enseignement privé. Tous les enfants qui vont à l'école, l'instruction a été obligatoire, et donc la majorité des enfants ayant à l'école iront à l'école publique. Ce qui empêchera la bourgeoisie, la petite bourgeoisie, ou les gens qui sont bien aidés, de s'offrir une espèce de couloir sécessionniste de scolarité pour leurs enfants, afin d'optimiser leur performance sociale, qui est par exemple l'enseignement catholique ou privé à tendance catholique, ou privé tout court. Ce qui permettra quand même de refaire de la mixité dans les écoles publiques qui seront donc des écoles un peu moins ghettoisées. Parce qu'en fait, moi, je vous ai lu en me disant... jeté des millions de personnes dans la rue sous Mitterrand. Sans doute, mais je suis prêt à bloquer tout le pays, hein. je suis prêt à en payer le prix. Moi, j'ai essayé de vous lire en docteur. Je me suis dit, bon voilà, il pointe un mal. J'essaie de voir quel est le diagnostic, d'où ça vient. Et en fait, tout ce que vous racontez comme anecdote, tout ce que vos témoins racontent, vient du fait que c'est toujours des Blancs qui sont dans un lieu donné en minorité par rapport à... Voilà, c'est toujours ça. C'est toujours ça, ou presque toujours ça. Donc je me dis, en fait, ça vient du fait que dans certains quartiers ou dans certains lieux, par exemple des écoles, il y a une grosse majorité de Noirs et d'Arabes, ce qui permettent d'exercer un racisme anti-blanc. Donc il faut lutter contre ça, remettre de la mixité, et je pense que supprimer l'enseignement privé y concourrait. Deuxième mesure, être beaucoup plus implacable sur la répartition des logements sociaux sur le territoire. Parce que vous dites à un moment qu'au Muro, il y a 50% de HLM. Bah oui, mais pourquoi il y a 50% de HLM dans les quartiers populaires? Déjà, par définition, c'est des quartiers populaires. Et dans les quartiers où il y a beaucoup de Noirs et d'Arabes, c'est d'abord parce que les Noirs et les Arabes sont souvent les plus pauvres dans la société, à côté de Prolo Blanc, je l'ai concédé déjà plusieurs fois, mais aussi parce que tout un tas de municipalités de droite ou moins de droite, d'ailleurs de gauche comme de droite, mais disons plus avantagées socialement et donc fiscalement, avec plus de gens qui payent leurs impôts, refusent tout simplement de construire des logements sociaux ou d'accueillir des logements sociaux sur le territoire de leur commune, et en général préfèrent payer l'amende, parce qu'il y a une amende compensatoire. Si vous ne respectez pas le quota de logements sociaux auquel vous êtes astreint, vous payez une amende et en fait ça vous dédouane. Moi j'arrête avec ce système-là, j'impose des logements sociaux dans le 8e arrondissement, dans le 7e arrondissement, dans tout l'ouest parisien, et vous verrez qu'il y aura d'un seul coup beaucoup plus de mixité. Plus généralement, je dirais qu'il faut déghettoiser la société française, et donc si on constate effectivement que l'hôpital public, il y a de plus en plus de cadres noirs et arabes qui font régner un peu leur loi dans l'hôpital public, c'est parce que l'hôpital public est précarisé. Donc je propose de véritablement reconstruire l'hôpital public en faisant en sorte aussi que les cliniques privées aient un peu moins d'avantages, un peu moins de latitude, de dépassement d'honoraires, tout ça. Ce qui nécessiterait, je vous l'accorde, de faire pression sur le capital. Et là, je suis marxiste, contrairement à vous. Voilà, alors là, c'est les postures paradoxales. Commencez par vous, et commencez par votre immeuble, d'ores et déjà, pour la mixité. Pas pour vos enfants, vous n'en voulez pas. C'est pas une réponse sérieuse. Réponse sérieuse maintenant. Non, juste précisément, je m'appuie sur... Puis arrêtez avec mon immeuble. Je m'appuie sur vos affects, précisément. Commencez par vous, parce que précisément, il y a les discours et les pratiques sociales. Mais moi, je ne fais pas de contournement de carte scolaire. Je réponds à la question principale. Oui, le dilemme est colossal. Donc on est confronté à des arbitrages qui sont dits indécidables. Je concède très volontiers, oui, qu'il y a un fond de pessimisme, parfois crépusculaire, c'est pas mon cas, mais un fond de pessimisme, en tout cas chez moi, assumé. Oui. Pour reprendre un mot fameux d'André Frossard, pour moi qui est la plus belle définition de la droite et de la gauche, et qui montre l'incomplétude et de la droite et de la gauche, et des formes d'épiplégie. Frossard, qui était billettiste au Figaro, disait, magnifique, que le drame, c'est que la droite croit au péché originel, et que la droite ne croit qu'au péché originel, et que la gauche ne croit qu'à l'espérance et qu'à l'éternité.
Donc, si, parce qu'on a bon mot, formule. Bon, peu importe. Donc, je ne me reconnais pas dans cette gauche-là. Donc, c'était pour pointer la difficulté à penser. Mais oui, l'assèchement des flux migratoires s'impose. Hein. Mais c'est une chose de le dire dans un débat quand on a un homme politique. Hein, mais est-ce que c'est avec un filet à papillon? Parce que précisément, ce Frontex, c'est un filet à papillon qu'on va arrêter des vagues migratoires qui sont attirées par des papillons de nuit, qui sont attirés par les lumières et par notre richesse. Hein. Donc, raison pour laquelle moi ce ne sont pas les progressistes et les woke qui veulent ouvrir les frontières comme vous le suggérez constamment dans le livre. C'est le MEDEF, tout simplement. Les deux, vraiment les deux. Non, les deux. Les progressistes n'ont aucune influence. Mais vraiment, je sais pas. D'où vous allez vous parler à quelqu'un qui vient de la nouvelle droite. Hein. C'est aussi un pamphlet contre la gauche. Non, moi je. On ne s'est pas appesanti mais il tombe sous le sens. Pardon, je termine juste. Je vous jure, je vous passe la parole.